Bonjour Arnaud Bazin. Bonjour. Cette rentrée 2015 est plus que jamais digitale pour le conseil départemental. Est-ce que vous pouvez nous dire, ce mardi 1er septembre, est-ce que tous les collèges sont passés au numérique? C'est en effet une rentrée totalement numérique puisque nous avons 109 collèges dans ce beau département. Ils sont tous équipés d'espaces numériques de travail, 2600 classes équipées de vidéoprojecteurs interactifs, peut-être plus connus sous le nom de tableaux numériques. Le câblage est à l'œuvre. Partout, les choses sont en train de se terminer. Il nous reste une étape à franchir, une grande étape à franchir, c'est le très haut débit à l'horizon. Pour 2018, c'est un horizon que nous respecterons. Alors on va en parler, mais d'abord, l'ENT, l'espace numérique de travail, c'est un outil qui permet à un prof de mettre les notes des élèves, de mettre l'agenda, à un enfant de suivre un petit peu son parcours, et puis aux parents d'être tenus informés à distance de ce qui se passe dans l'établissement. Cet espace numérique de travail, c'est très important. C'est important pour vous que le numérique se passe au sein d'un collège, mais aussi à l'extérieur de l'établissement? Bien évidemment, puisque il y a une réalité numérique dans les foyers aujourd'hui, donc on ne peut pas séparer les choses. Donc ce qui est important, c'est que cet espace numérique de travail qui fonctionne comme un intranet s'adresse aux élèves, à leurs parents, dont certains peuvent être éloignés pour des nécessités liées à la vie quotidienne, et puis bien évidemment aux professeurs. Il y a là donc les moyens de la communication entre tous, et puis il y a aussi un bouquet de ressources, puisque nous abonnons chaque collège au portail Ampère, qui permet d'avoir un certain nombre de ressources pédagogiques. D'ailleurs, le collège peut choisir à l'intérieur d'un panel que nous proposons les ressources qu'il souhaite avoir. Ça fonctionne un peu comme un téléphone mobile, on va chercher des applications, il y a la calculette scientifique par exemple. On va avoir un dictionnaire, la calculette, un certain nombre d'éléments qui sont ainsi mis à disposition, de la documentation vidéo notamment. Alors on a parlé des tableaux numériques, de l'espace numérique de travail. Ce qui arrive maintenant de plus en plus dans les établissements, dans les collèges, ce sont les imprimantes 3D. On a vu un reportage sur celle de Méry-sur-Oise. Vous avez l'intention de développer les imprimantes 3D dans les collèges. C'est important, les imprimantes 3D, c'est un vrai support pédagogique. Alors à ce stade, nous expérimentons diverses possibilités ouvertes par le numérique parce que on voit bien qu'il y a des tas de choses qui sont possibles, des tas de projets qui peuvent être proposés. À ce sujet, il est tout à fait essentiel de comprendre que nous, conseils départementaux, nous assurons la logistique de tout cela. Bon, vous savez que nous sommes responsables de la construction et de l'entretien des collèges, que nous mettons des matériels pédagogiques à disposition, mais tout ça n'a de sens que quand il y a un projet porté par les enseignants, évidemment. Donc nous expérimentons un certain nombre de choses sur la base de projets qui nous sont proposés. Vous avez parlé de l'imprimante 3D, je vais y revenir, mais il y a aussi des projets de web radio dans certains collèges. Donc, un certain nombre de possibilités qui donnent matière à des projets portés par les enseignants. Nous nous donnons quelques années pour voir comment on peut utiliser tout ça. Alors, sur l'imprimante 3D, en effet, bon, c'est un objet extrêmement séducteur, tant pour les enseignants que pour les enfants. Le but, c'est de les amener à une certaine autonomie vis-à-vis du numérique, à s'accaparer, à s'approprier ces outils-là pour créer. On l'a vu ce matin, donc avec le professeur d'art plastique, avec le professeur de technologie, ça fait des enseignements transversaux dont on parle aussi beaucoup actuellement. Là, il y a un contenu concret grâce à cette technologie qu'on commence à connaître depuis quelques années maintenant. Ce qui est important, on voit déjà tout ce qu'on peut faire avec le haut débit. Vous avez parlé de l'espace numérique de travail, de la web radio. Alors demain, vous voulez passer à la fibre optique, donc le très haut débit. Vous donnez même une date, je crois que c'est 2018. Vous venez de nous le dire, d'ici à 2018. Donc il y aura plusieurs étapes. Dès aujourd'hui, il y a des établissements qui sont raccordés à la fibre. Il y en a une première vague, il y en aura une seconde en 2016, 2017, et il faudra qu'on ait tout terminé pour 2018. Pourquoi le très haut débit? Pour l'essentiel par la fibre optique, parce que pour que tous ces équipements que nous avons installés donnent leur plein potentiel, il faut impérativement qu'il y ait du débit, c'est-à-dire qu'on puisse acheminer de grandes quantités de données jusqu'aux utilisateurs. Si tous les tableaux numériques marchent en même temps, on comprend bien, et qu'ils appellent chacun de leurs sources sur Internet, on comprend bien qu'il faut que ça circule, et que si le tuyau est trop petit comme l'est la DSL en bien des endroits, ça ne peut pas fonctionner. Alors, on a des endroits qui fonctionnent avec un débit important déjà en ADSL, parce qu'ils sont proches des centraux téléphoniques, pour faire court, et ceux qui en sont éloignés n'ont pas cette qualité de débit. Notre objectif, que nous tiendrons, c'est de donner le très haut débit à tous nos établissements, et aussi d'ailleurs à nos sites départementaux, au passage, sites d'action sociale par exemple,
d'ici 2018 et les choses sont programmées pour les collèges entre maintenant et 2018. Donc concrètement, une application pour imaginer deux profs d'histoire qui font travailler leurs élèves sur un même sujet, pouvoir communiquer demain via la visioconférence? Cela demande dans un premier temps qu'on amène le très haut débit partout bien sûr, mais ensuite qu'on fasse, excusez-moi d'être un peu technique, un groupe fermé d'utilisateurs, c'est-à-dire qu'il y a une boucle qui joigne les collèges, peut-être pas tous les collèges, il y aura plusieurs plaques, 3 ou 4 plaques, et qu'ensuite il y a une sortie vers Internet pour ça, mais c'est nous qui administrerons ce réseau fermé. Ce sera aussi une source d'économie pour le département, je ne rentre pas dans les détails, mais ça sera aussi une source en effet de projets collaboratifs plus puissants et de mise en commun d'outils. Alors deux dernières questions. La première sur ici, Blaise Pascal, ce collège, d'ailleurs on les remercie de nous accueillir dans leur CDI. Il y a un projet intéressant en faveur de l'environnement, du développement durable. C'est un projet qui s'appelle Stop Gaspillage. Notamment, on l'a vu, traitement de déchets, on encourage les enfants à faire attention aussi à la cantine. C'est un projet sur lequel vous pourriez vous appuyer pour le décliner par exemple sur d'autres établissements? C'est le type même de projet que nous espérons, notamment dans le cadre de la démarche Collège durable que nous avons initiée il y a maintenant 2 ou 3 ans. C'est important en effet qu'à l'âge du collège, les enfants soient sensibilisés à ces questions environnementales. Je crois que les esprits sont mûrs globalement pour cela. Alors je disais tout à l'heure en visitant ce collège que nous qui faisons partie d'une génération un peu plus ancienne, n'est-ce pas que les collégiens, nous avons été éduqués, mais pour des raisons qui tiennent à l'histoire de notre pays, aux restrictions redoutables qu'il a connues pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous étions donc sensibilisés et éduqués au gaspillage alimentaire. Maintenant, les choses sont différentes et on entre dans cette préoccupation-là, en effet, à travers la préservation de l'environnement, puisque le gaspillage, y compris de nourriture, c'est du gaspillage de la création de gaz carbonique supplémentaires à de tas de façons différentes. Donc nous avons une responsabilité, nous, puisque nous assurons la restauration, donc avoir des rations bien calibrées, appétissantes pour qu'elles soient consommées. Mais il y a aussi le comportement des élèves, on le voit notamment, alors la sensibilisation qui est faite ici sur les quantités de pain qui sont prises mais pas toujours consommées. Donc même si des solutions peuvent être trouvées, pour recycler ces aliments, eh bien, le mieux c'est de ne pas gaspiller à la base, et c'est ce qu'on essaye de faire ici. C'est une action qui en plus est très concrète et mesurable, puisqu'on mesure ce qui se passe avant, on fait l'action de sensibilisation, on mesure après, donc on peut voir les progrès qui sont faits et les partager avec ceux qui y ont contribué. Voilà, et sur le pain, c'est intéressant, c'est un éleveur ici de chevaux qui vient récupérer le pain. Donc il y a absolument un éleveur de chevaux et de volailles, puisque les poules aussi consomment le pain. Voilà, alors dernière question, avant de nous quitter, sur le 110e collège. Il sera où ce 110e collège et c'est pour quand? Le 110e collège est à Herblay, bien évidemment. L'opération est engagée. Il accompagne la croissance forte démographique d'Herblay. C'était tout à fait indispensable. Il y a bien longtemps maintenant que l'équipe de maîtrise d'œuvre a été sélectionnée. La construction est en cours et nous l'inaugurerons pour la prochaine rentrée scolaire, donc dans une année. Très bien, merci beaucoup Arnaud Bazin.